Bonjour, je vais vous présenter en vidéo la gestion de la version 2 d'AppyCrypt dans la version 4.7.1 de GEDM. Je développerai cette vidéo en trois parties. Première partie, l'installation et la configuration d'AppyCrypt. Deuxième partie, l'envoi d'un courrier. Et troisième partie, la réception d'un courrier. Alors première partie, pour que AppyCrypt puisse fonctionner, il faut que l'administrateur du serveur GEDM ait préalablement installé le compagnon AppyCrypt sur le serveur, ainsi que les clés AppyCrypt version 2. Donc voici une visualisation du serveur GEDM de développement que j'utilise et vous pouvez constater que le compagnon est bien installé et que la clé de développement qui m'a été attribuée est présente. Lors de l'installation du compagnon, il est demandé d'indiquer l'emplacement de stockage des clés. Personnellement, j'ai laissé la valeur par défaut que l'on retrouve dans le paramétrage du compagnon à cet endroit. Voilà. Ce chemin doit par ailleurs être connu de GEDM, sans quoi il ne serait pas possible à GEDM de communiquer avec le compagnon. Donc, il s'agit d'un paramétrage serveur qui s'effectue à travers GEDM. Dans le menu paramètres, configuration des paramètres du serveur, puis dans le sous-menu fichier. C'est ici, et par défaut, ce champ est valorisé avec le chemin proposé lors de l'installation du compagnon. Ensuite, il faut se rendre dans la configuration des paramètres de messagerie de chaque praticien, donc menu paramètres, gestion des titulaires. Je vais prendre un premier praticien, le Dr Venn Bruno. Sous-menu messagerie, onglet messagerie AppyCrypt. Donc à partir de là, on peut déjà commencer par tester la communication avec le compagnon grâce aux deux premières commandes, liste des clés, liste des certificats. Donc pour s'assurer par exemple que le compagnon est bien installé et fonctionnel. Alors pour simuler un mauvais fonctionnement, je vais fermer le compagnon sur le serveur et tenter de lister les clés installées par exemple. Voilà. Donc si je demande au compagnon quelles sont les clés d'installer, j'obtiens donc une erreur. Si maintenant je relance le compagnon, et que je reliste les clés, là j'ai une réponse correcte du compagnon. À noter que le compagnon se lance automatiquement au démarrage du serveur, il n'y a pas à s'en occuper outre mesure, mis à part l'installation annuelle des clés. On saisit donc les informations de connexion, adresse email, login et mot de passe. On active également la réception et l'envoi des messages pour avoir un fonctionnement bidirectionnel. On pourrait par exemple n'utiliser qu'AppyCrypt qu'en réception ou qu'en émission. La plupart du temps, on choisira bien évidemment les deux. Une fois ces données saisies, on peut procéder à un dernier test en activant la clé pour ce médecin. On peut également vérifier la bonne activation de la clé et émettre un ping de service pour vérifier que le compagnon fonctionne là encore correctement. Une précision par rapport à l'activation des clés. En cas de redémarrage du compagnon, s'il est relancé ou si le serveur GEDM est redémarré, les clés qui sont installées ne seront alors plus activées. Il est inutile de retourner dans les paramètres AppyCrypt de chaque médecin pour les réactiver. Cela se fera automatiquement dès lors que GEDM aura une interaction avec le compagnon AppyCrypt. Toutes ces étapes de paramétrage ne sont bien évidemment à faire qu'une seule fois. La seule maintenance se limite à l'installation des clés sur le serveur lorsque vous les recevez. Deuxième partie, l'envoi d'un courrier. Donc pour vous montrer le fonctionnement, je vais créer un dossier patient dans lequel je mettrai un fichier que je validerai en PDF et je l'enverrai de deux façons. Une première fois en mode automatique avec la fonction de publipostage intégrée à GEDM, puis une deuxième fois en mode manuel depuis le dossier du patient. Donc je crée mon dossier
dans le menu accueil. Je désactive les téléservices, je n'en ai pas besoin. Je vais utiliser un accueil manuel, pas du tout besoin d'utiliser une carte vitale pour cette démonstration. Je vais choisir le patient ATI3 Thibaut. Je vais mettre en médecin correspondant le docteur Paderas, Louis. Le site, le médecin, je reprends bien évidemment le docteur Venn et je vais mettre un examen de consultation par exemple. Je laisse le parcours de soins coordonné tel qu'il est mémorisé et également pour la prise en charge avec un accident de droit commun à non pour l'assurance. Je crée mon dossier et j'affiche ensuite la liste de travail du jour. Pour le retrouver, je clique dessus pour l'ouvrir. Alors, comme je suis connecté avec un profil médecin, le logiciel se comporte comme si j'en étais un et m'ouvre les volets médicaux. Donc, je ferme les volets et je vais déjà aller dans les informations administratives pour vérifier l'adresse mail ApiCrypt du médecin correspondant que j'ai sélectionné précédemment en cliquant sur le petit i. Donc je vois qu'il n'y a pas d'adresse mail ApiCrypt. Je vais lui en rajouter une en cliquant sur modifier. Voilà, je vais mettre par exemple cette adresse-là, qui en réalité est la même adresse que celle du docteur Venn, et j'enregistre. Alors, on a également la possibilité d'interroger à la volée l'annuaire ApiCrypt depuis la fiche d'un correspondant. Je vais vous montrer sur un médecin réel. Je vais prendre ce médecin-là. Alors vous voyez qu'il a déjà une adresse mail. Je vais la retirer et je vais avec ce bouton interroger l'annuaire. Alors ça ne fonctionne que si on a renseigné correctement le nom du praticien ainsi que son numéro RPPS. Donc j'interroge l'annuaire et je reçois quasiment dans la foulée l'adresse mail depuis l'annuaire ApiCrypt. Voilà. Donc je reviens sur mon dossier. Je vais aller dans le menu fichier. Je vais créer un modèle de lettres. Voilà, rechercher. Je vais prendre ce modèle-là. Voilà, je le valide directement. Valider en PDF. OK. Je vais ensuite... Donc là, le fichier est prêt à être envoyé. Je vais aller dans la liste des fichiers à envoyer. En filtrant sur une date de début, en mettant la date de début sur la date du jour. Cela permet de n'avoir que le fichier qui nous intéresse pour faire cette démonstration. Voilà, le voici, on le sélectionne, bouton mailer et ou imprimer. À ce stade, je vais retirer les destinataires qui ne nous intéressent pas, à savoir le patient et le médecin traitant, pour ne garder que le médecin correspondant. On retrouve l'adresse mail que je viens de saisir dans sa fiche et on clique sur procéder. Donc voilà en ce qui concerne l'envoi automatique. Pour l'envoi manuel, je vais vous montrer comment ça fonctionne sans pour autant le faire. On n'a besoin que d'un seul envoi dans l'immédiat. Donc pour ça, je vais retourner dans le dossier du patient. Je vais rafraîchir voilà, pour avoir le PDF qui a bien été envoyé une fois. Et grâce à ce bouton-là, je vais pouvoir invoquer l'envoi manuel de ce document. Donc là, je retrouve tous les protagonistes possibles, à savoir donc le médecin correspondant, soit sur son email traditionnel, soit sur son email ApiCrypt. Voilà, donc je choisis peu importe l'email ApiCrypt. Je peux personnaliser l'importance, l'objet du mail. Je peux également modifier le contenu du message. Je peux désactiver l'entête H', je peux rajouter une signature. Voilà, donc voici comment on peut envoyer manuellement un mail vers le destinataire et la messagerie de notre choix.
Maintenant, passons à la troisième partie, la réception du courrier. Donc pour cela, je vais aller dans la gestion des fichiers et dans le menu Importer email reçu. Rechercher. Donc cet outil est utilisé pour importer de façon manuelle des mails ou des fichiers joints, sachant qu'au quotidien on utilisera plutôt l'importation des emails chiffrés reçus que je vous montrerai juste après. Je passe d'abord par cet outil pour que vous puissiez observer la façon dont le mail a été construit lors de son expédition. Notamment, voilà, on a tous les mails qui s'affichent. On voit que c'est celui-là qui nous intéresse. Il est estampillé AppyCrypt. Et si je développe tout le mail, je vois qu'il est composé d'un entêtage prime matérialisé par ces 12 premières lignes, du corps du message, du courrier que j'ai validé, et des mots fin et fin fichier encadrés par des étoiles. Voilà. Donc ici, GEDM a déterminé, grâce aux informations contenues dans cet entêtage prime, qu'il existe un et un seul patient répondant à ces données. On le voit par l'affichage du numéro du patient, en l'occurrence le 159. La méthode utilisée est la suivante. GEDM regarde s'il existe dans sa base de données un patient ayant le même nom de famille que le nom fourni dans l'entêtage prime, ATI3, dans la deuxième ligne ici, en remplaçant les éventuels espaces par des tirets et inversement, et si ce patient a le même prénom que celui fourni dans l'entêtage prime, troisième ligne, avec la même logique, espace remplacé par des tirets, notamment dans le cas de prénoms composés et inversement. Et enfin, également, si ce patient a la même date de naissance que la date fournie dans l'entêtage prime, ici. Le logiciel vérifie aussi que le NIR, le numéro d'inscription au répertoire, soit concordant à condition que celui-ci soit fourni dans l'entêtage prime, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Donc maintenant, si je vais dans l'outil email chiffré reçu et que j'utilise l'import des emails chiffrés, qui, comme son nom l'indique, est dédié aux emails chiffrés uniquement, je retrouve tous les mails chiffrés ayant été reçus et pas encore importés dans les dossiers des patients. À noter qu'à ce stade, les emails sont néanmoins importés en base de données et supprimés de la boîte de réception AppyCrypt. Donc on constate de nouveau que GEDM a pu faire le rapprochement avec le patient par la présence de l'ID qui s'affiche à droite. Alors une remarque supplémentaire, si je clique sur le petit patient avec la loupe qui me permet de rechercher le patient, j'obtiens les données dont je viens de parler précédemment qui ont été utilisées pour faire le rapprochement. Donc à savoir le nom, le prénom, le NIR et la date de naissance. Je pourrais tout aussi bien rechercher et sélectionner un autre patient. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en serait si GEDM n'avait pas pu déterminer le patient, par exemple s'il s'agit d'un patient qui est inconnu de GEDM ou si le prénom est différent. Donc pour cela, je vais modifier intentionnellement le prénom de ce patient, le 159. Je vais aller dans la fiche de ce patient. Et je vais par exemple modifier le prénom en retirant le L. Voilà, Thibaut sans L. Je valide. Je retourne dans la gestion des fichiers et je relance la recherche. Vous constatez désormais qu'il n'y a plus le numéro patient indiqué, donc que GEDM n'a effectivement pas trouvé le patient fourni dans l'entêtage prime. Je ne peux d'ailleurs pas cocher le message tant que je ne lui ai pas indiqué ce qu'il faut faire vis-à-vis du patient. Donc je vais donc lancer la recherche manuelle et je vais par exemple ne garder que le début du prénom. Rechercher. Là, le logiciel me trouve bien le patient Thibaut sans L. Je le sélectionne et le message se coche automatiquement. Alors, je vais décocher le message pour vous montrer les deux options possibles qui s'offrent désormais. Donc, soit je coche le message à gauche sans spécifier le type qui m'est demandé à droite, auquel cas le fichier serait importé
sans type particulier, soit je sélectionne le type à droite parmi une liste configurable, donc par exemple lettre reçue, le message se cochant alors automatiquement à gauche. Et pour aider l'utilisateur dans ce choix, on peut tout aussi bien ouvrir le fichier joint qui s'y trouve. Voilà, donc là il s'agit d'une ordonnance, peu importe. Une exception toutefois pour les résultats de biologie dont le type est automatiquement détecté lors de l'affichage des messages. Il n'y a pas besoin de le spécifier et les mails sont automatiquement cochés donc pour les résultats de biologie. Alors avant d'importer, il faut savoir une chose importante. Lors de l'importation, GEDM va vérifier si un fichier identique n'existe pas déjà pour ce patient. Identique par son contenu pour éviter tout enregistrement de doublons. Si par exemple le logiciel émetteur aurait envoyé plusieurs fois le même fichier. Donc pour ne pas tomber dans ce cas de figure, je vais supprimer la lettre de dossier du patient. Donc je retourne dans le dossier du patient, voilà. Puisque, pour rappel, dans le contexte de cette vidéo, l'expéditeur et le destinataire étant identiques, la lettre reçue est déjà présente dans le dossier du patient. Donc je la dévalide avant de la supprimer. Oui. Désormais, le fichier en attente d'importation n'existe plus pour ce patient. Je peux donc l'importer sans risquer que le fichier soit ignoré. Voilà, email, OK, processus terminé. Alors, en réalité, les fichiers ne sont pas importés dans les dossiers, mais dans des observations patients, que je vais retrouver soit dans la fiche du patient, voilà, observation patient, alors de type médical et pas de type administratif, observation patient, voilà. Donc je l'ai ici, j'ai bien mon fichier joint que je peux bien sûr ouvrir, voilà. Et je le retrouve également en tant que médecin dans les volets médicaux lorsque j'ouvre ce dossier. Alors là il n'apparaît pas en haut à droite dans fichier reçu parce que le dossier était déjà ouvert, mais si je ferme le dossier et que je le rouvre, voilà, là j'ai bien mon fichier en date du 19/12 qui s'affiche, que je peux ouvrir également, voilà. Je n'explique pas ici la possibilité au médecin d'avoir la liste des fichiers qu'il aura reçus et qu'il devra lire. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Autre chose à savoir, GEDM peut tout à fait gérer plusieurs fichiers au sein d'un même email pour l'envoi comme pour la réception et uniquement dans les formats PDF, JPG et ODT. Et en présence d'un fichier joint dont le format serait incompatible avec GEDM, le contenu du corps de message serait alors retenu et intégré dans un PDF généré par GEDM. Et enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de la messagerie MS Santé, puisque désormais, dans cette nouvelle version, le support de MS Santé n'est plus assuré nativement par GEDM, qui s'appuie désormais intégralement sur l'interopérabilité offerte par AppyCrypt avec l'espace de confiance MS Santé. Donc pour que l'accès à la messagerie MS Santé puisse fonctionner, il faut non seulement saisir l'adresse MS Santé du médecin dans la configuration de sa messagerie, que l'on retrouve au même endroit que tout à l'heure, dans l'onglet Messagerie MS Santé. Voilà, donc il suffit de saisir son adresse email dans ce champ et bien évidemment d'activer la réception et ou l'émission. Également, il faut procéder à l'activation de l'interopérabilité avec l'espace de confiance MS Santé dans les options AppyCrypt V2 du compte AppyCrypt du médecin depuis www.appycrypt.org. Ce qui implique de facto le recours à un abonnement AppyCrypt pour l'utilisation de la messagerie MS Santé à travers GEDM. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à m'envoyer un mail depuis le site web de GEDM www.gedm.biz pour toute question éventuelle. À bientôt.